Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre événement. Je me présente, je m'appelle Nathalie Batraville et je suis professeure adjointe en études féministes à l'Université Concordia. D'abord, quelques questions d'accessibilité. Si vous nous suivez sur Facebook ou sur YouTube, vous allez voir à votre écran la personne qui parle ainsi que les interprètes en langage du signe. Si vous êtes avec nous sur Zoom, assurez-vous et que vous voulez avoir accès à l'interprétation en langage du signe, assurez-vous d'être en mode Spotlight. Comme ça, vous allez avoir les interprètes à l'écran en gros plan. Pour les questions de traduction vers l'anglais et le français, malheureusement, on n'a pas d'interprétation disponible pour les personnes qui nous suivent sur Facebook ou sur YouTube. Si vous êtes avec nous sur Zoom, vous pouvez regarder au bas de votre écran, il y a l'icône interprétation. Et si vous êtes francophone et qu'il y a une intervention en anglais et que vous voulez qu'elle soit traduite, vous choisissez français. And if you are an English speaker and you would like interventions that are in French to be translated into English, you go to the interpretation box at the bottom of the screen and you choose English as your language. And there will be a translation from French to English. Donc, voilà pour les questions d'accessibilité. J'aimerais commencer avec une reconnaissance de territoire. J'aimerais reconnaître qu'ici, à Montréal ou Tiohtià:ke, nous sommes sur le territoire de la nation Kanien'kehá:ka et que les questions dont nous allons parler aujourd'hui, les questions de violence genrée, les questions de violence carcérale, de violence policière découlent directement des systèmes coloniaux dont nous avons hérité. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important de le souligner parce que les personnes autochtones et les personnes noires sont particulièrement touchées par le système carcéral et par les violences policières ici au Canada. Et j'aimerais en fait qu'on commence avec une minute de silence parce que l'événement que nous avons choisi d'organiser aujourd'hui, nous avons choisi de l'organiser en partie à cause de la montée de cas de violence conjugale et de féminicides de personnes, de femmes qui ont été tuées récemment dans les derniers mois par leurs partenaires. Et donc, on aimerait avoir une minute de silence pour ces victimes-là, mais aussi pour toutes les femmes qui sont plus invisibilisées dans les médias, les travailleuses du sexe, les personnes migrantes qui sont aussi touchées par la violence genrée, mais dont on parle beaucoup moins dans les médias et qui sont moins les figures de ces mouvements. Et j'aimerais aussi qu'on pense pendant cette minute de silence aux femmes qui sont non seulement tuées dans des cas de violence conjugale, mais qui sont aussi tuées par la police, par les forces policières, par les forces de l'ordre. Et notamment récemment à Toronto, il y a une femme noire qui avait été tuée par la police ou qui est morte aux mains de la police. Au Nouveau-Brunswick, il y a une femme autochtone qui avait été tuée par la police l'été dernier. Et il faut aussi se souvenir qu'au Canada, 42% des personnes qui sont incarcérées dans les prisons pour femmes sont des personnes autochtones. Donc, 42% des femmes dans les prisons sont autochtones. Et donc, j'aimerais avoir cette petite minute de réflexion pour nous recentrer sur les multiples façons dont les femmes, particulièrement les femmes noires, les femmes autochtones, les femmes racisées, sont victimes de violences.
Merci. Donc, cet événement aujourd'hui est organisé par la Coalition pour le définancement de la police, qui est une coalition montréalaise qui réunit plus d'une soixantaine d'organismes qui ont décidé de co-signer les 10 demandes de la coalition. Et le but central de cette coalition est de définancer la police, c'est-à-dire de réduire le budget de la police d'au moins 50% afin de réinvestir ces ressources dans nos communautés, dans des organismes qui sont menés par et pour nos communautés, qui réellement garantissent la sécurité de toutes et de tous. Donc, j'aimerais vous décrire brièvement le déroulement de cet événement qui se terminera à 20 heures. Donc, d'abord, largement, en fait, l'événement d'aujourd'hui va être concentré sur les solutions. On cherche à réfléchir aux solutions qui peuvent exister aux problèmes des violences conjugales, des violences genrées, qui existent à l'extérieur du système de police et du système carcéral. Et puisque les événements récents de féminicide sont vraiment ce qui sont à l'avant de notre esprit, on a décidé de concentrer cet événement davantage sur les questions de sécurité primaire. Donc, il y a évidemment des questions de justice, de responsabilisation qui existent aussi dans cette thématique-là, mais pour aujourd'hui, on a décidé vraiment de se concentrer sur les solutions qu'on peut avoir dans des moments de crise, des moments d'urgence, des moments de violence où on cherche à avoir des solutions qui existeraient à l'extérieur du système policier. Et pour moi, c'est important aussi, quand on réfléchit à ces solutions-là, de comprendre que il y a plusieurs femmes qui sont, par exemple, qui sont elles-mêmes criminalisées, par exemple des femmes migrantes, des femmes qui sont travailleuses du sexe, qui peuvent avoir plus de difficultés pour faire appel à la police lorsqu'elles sont en situation de crise. Donc, l'idée, c'est de centrer les personnes qui déjà souvent ne peuvent pas ou hésitent à faire appeler, de faire appel à la police. Et donc, de réfléchir aux autres solutions qui peuvent exister pour ces femmes. Et globalement, ces solutions-là, évidemment, pourraient exister pour toutes les femmes qui sont dans des situations de crise. Et donc, la structure de cette soirée, c'est que d'abord, il y a Sandra Wesley et Jessica Kiano qui vont nous donner un peu un préambule, qui vont un peu nous expliquer pourquoi elles ont décidé de participer à cet événement-là. Il y a aussi Marliane Lopez qui devait être parmi nous et qui a vraiment été à la tête de l'organisation de cet événement qui, malheureusement, ne sera pas là ce soir parce qu'elle avait une urgence dont elle devait s'occuper. Mais donc, dans le préambule, il y a Jessica et Sandra qui vont nous présenter un peu l'essentiel de la problématique. Et ensuite, on va essentiellement ouvrir le chantier, ouvrir la place à vos questions, à vos contributions. Et on va avoir une série de questions qui nous ont été présentées à l'avance, qui vont nous permettre un peu de réfléchir sur cette question-là. Et les questions sont un peu, je les ai groupées en 3 catégories. D'abord, des questions qui nous permettront de mieux comprendre le problème, de dresser un état des lieux quant à les violences conjugales et les réponses qu'on peut avoir aujourd'hui. Ensuite, la deuxième partie, on va essayer d'imaginer ensemble des solutions anticarcérales, des solutions qui existent à l'extérieur du système policier et criminel. Et finalement, la troisième partie, en fait, va nous inviter à réfléchir aux initiatives qu'on pourrait mettre en place maintenant, c'est-à-dire dès aujourd'hui. Et ensuite, on va conclure et essayer de réfléchir aux prochaines étapes qu'on pourra prendre. Donc, je vais dès maintenant passer la parole à Jessica et ensuite à Sandra qui vont se présenter et qui vont un peu nous dire pourquoi elles ont voulu participer à cet événement aujourd'hui. Hello tout le monde. Oui. Hello. Est-ce que vous m'entendez? C'est parce que mon... Oui. Oui, on t'entend. Oui, vous m'entendez? Je suis vraiment désolée, je n'ai pas d'électricité. Alors, je suis sur un hotspot. Bon, ben, OK. J'espère que ça va bien aller. Alors, merci beaucoup, Nathalie, pour ta présentation.
Alors, je m'appelle Jessica Quijano. Je suis coordonnatrice du projet Ishku au Foyer des femmes autochtones depuis 2017. Le projet que je travaille, c'est pour adresser la crise des femmes autochtones disparues et assassinées, trans et bispirituelles. Mon domaine, c'est intervention de première ligne. Avant ça, j'ai travaillé comme travailleuse de rue en réduction des méfaits avec des travailleurs du sexe et des travailleuses du sexe trans. Et j'ai travaillé pendant longtemps aussi dans le réseau de la santé. Travailler avec des victimes qui sont dans des situations de violence conjugale, c'est quelque chose, ça fait plusieurs années, ça fait 17, presque 18 ans que je travaille dans ce domaine-là. Juste pour expliquer un peu mon rôle, le travail que je fais au Foyer des femmes autochtones, c'est vraiment centré sur beaucoup de prévention et aussi être présente quand il y a des interventions policières, lorsqu'il y a des appels de violence conjugale et aussi Malheureusement, la communication avec oui, Jessica a été allô, coupée. Ah, je suis est-ce là, que je suis vraiment tu es de retour? désolée. Oui, c'est vraiment comme vraiment pas la journée pour avoir d'électricité. Alors, c'est ça. Alors, je travaille en intervention avec, quand il y a souvent des appels, j'ai des femmes qui sont dans des situations de, de violence conjugale. Alors, je suis là souvent quand la police intervient dans ces cas-là. Euh, Est-ce que ça fonctionne? Oui, OK. Oui. Vraiment désolée. Et bon, Jessica, alors, je sais, on n'a pas de vidéo de toi. Oh, voilà. tu n'as pas de vidéo de moi? Non? OK, Vous ne maintenant ça voyez marche. pas? Maintenant, on te voit. Now it works. Ça marche, OK. OK, maintenant c'est OK, great. Alors, la question, alors je vois comment la violence conjugale affecte pas non seulement les victimes, l'agresseur, les familles, comment le système de justice traite des situations de violence conjugale, comment les lois sont appliquées et comment ça cause beaucoup plus de traumatisme souvent dans des situations de violence conjugale. Euh, je sais qu'en travaillant aussi, j'ai déjà travaillé pendant longtemps aussi avec des agresseurs dans des refuges pour hommes qui ont souvent des mandats où ils ont fait de la prison, qui ont été incarcérés pour être violents envers des conjoints et même dans des cas d'assassinat. Allô? Je vais juste envoyer mon vidéo, je pense que ça va aller mieux. OK. Oui, ou j'essaie de voir une solution, je suis vraiment désolée, hein. Alors, c'est ça. Alors, souvent qu'il y a souvent des situations, comment l'incarcération des agresseurs, comment ça amène plus de traumatisme à la famille. Souvent, il y a la DPJ qui vient dans la situation de la femme. Et quand je travaille au foyer des femmes autochtones, on a souvent des cas de situation de violence conjugale où c'est la femme et leurs enfants qui doivent se déplacer et rester au refuge. Euh, tout ça pour dire, parce que je suis un peu sur mon Internet, puis tout ça pour dire, je sais vraiment que les solutions on a beaucoup de solutions. On a une enquête nationale avec des solutions, des recommandations pour mettre fin aux femmes, les assassinats et femmes disparues autochtones ici au Canada. Et c'est vraiment en investissant dans des programmes, ce que la coalition pour définancer la police est vraiment centrée. Alors, je pense qu'on va en parler plus. Je vais amener la parole à Sandra parce que je ne sais pas si je vais être coupée avec mon Internet. Hello? Oui.
Bonjour, moi c'est Sandra, je suis la directrice de l'organisme Stella. Nous sommes un organisme par et pour les travailleuses du sexe. Je suis aussi impliquée là, évidemment au sein de la coalition pour définancer la police et également auprès de d'autres organismes comme la TOMS, la Table des organismes montréalais de lutte contre le VIH-Sida et la Fédération des femmes du Québec. Et puis, dans tous les milieux de femmes marginalisées, et bien souvent, c'est une grande critique qu'on a quand on voit la violence envers les femmes et que la réponse dans les médias, mais aussi dans certains groupes militants, est toujours une réponse très carcérale. On demande plus de police, plus d'incarcération. On se demande pourquoi tous ces hommes-là ne sont pas en prison. C'est très émotionnel. Mais ça ne répond pas nécessairement aux besoins de nos communautés, des personnes qui sont victimes de violence et évidemment des personnes qui commettent ces actes-là de violence. Donc, on voit parfois, même dans certains dossiers, et la coalition pour définancer la police est un bon exemple, où on a peut-être beaucoup de personnes, peut-être des personnes qui nous écoutent en ce moment, qui sont 100% pour le définancement de la police, qui voient très bien tous les torts causés par la police, mais quand on voit de la violence envers les femmes, de la violence sexuelle, de la violence genrée, de la violence conjugale, c'est très difficile de maintenir cette position-là. On sent qu'il y a peut-être une difficulté là, à faire sens de tout ça. Donc, je pense que la discussion aujourd'hui, pour moi, ça touche autant au féminicide, donc aux assassinats de femmes, qui en ce moment, on est dans une vague là, de ces meurtres-là, mais qui viennent plusieurs fois, en plusieurs vagues. Hein, peut-être une fois aux 18 mois à peu près, on voit une vague comme ça à Montréal. Également au niveau des femmes autochtones assassinées et disparues, qui est, comme Jessica l'a mentionné, un autre enjeu de violence genrée. Les violences sexuelles, où on a vu dans les dernières années aussi beaucoup de conversations là-dessus et de recherche de solutions autres que le système carcéral, mais que les voix dominantes dans l'espace public, c'est encore des voix qui ont vraiment une approche très carcérale. Et évidemment, au niveau de la violence conjugale également, qui est reliée là, au féminicide et aux autres formes de violence. Donc, nous, chez Stella, puis dans la plupart des organismes là, qui ont une approche non directive, eh bien, lorsque on accueille une femme qui vit de la violence, peu importe le type de violence, bien, notre approche est toujours de voir c'est quoi, elle, son objectif. Et c'est très rare que le seul objectif de la personne va être de punir l'agresseur. Et c'est essentiellement tout ce que le système carcéral lui offre. C'est une approche punitive. Donc, parfois, bon, évidemment, les femmes veulent souvent que la violence cesse. Elles veulent être capables de quitter une situation, d'avoir les ressources matérielles pour pouvoir vivre seules, déménager, se cacher, etc. Elles veulent ne pas perdre leurs enfants. Donc, elles veulent être capables de naviguer un système où il n'y a pas un risque de DPJ ou de perte de garde d'enfants de d'autres façons. Elles veulent protéger d'autres femmes de cet agresseur-là, s'assurer qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vivent la même violence. Par exemple, un outil que nous avons chez Stella, c'est la liste de mauvais clients et d'agresseurs, où quand une travailleuse du sexe est victime de violence, elle peut remplir un formulaire qui donne les informations sur la situation. Et ensuite, nous, on va publier mensuellement ces rapports-là dans notre communauté pour que d'autres femmes puissent peut-être reconnaître cette personne-là et éviter cet agresseur-là. Elles veulent guérir, elles veulent des soins psychologiques, elles veulent être écoutées, elles veulent l'accès à toutes les façons de guérir et de passer à travers la crise qu'elles vivent. Puis, il y en a beaucoup aussi qui veulent maintenir certains liens avec leur agresseur. Lorsqu'on parle de violence conjugale, il y a souvent cette approche-là où on entend parler de la violence conjugale en parlant la femme, elle n'est pas prête à quitter, un jour, elle va être prête, puis que l'objectif de beaucoup d'organismes est qu'éventuellement, cette femme-là quitte cet homme-là. Mais dans les faits, ce n'est pas nécessairement ça l'objectif de la personne et on doit être capable de respecter que pour beaucoup de personnes, leur agresseur va toujours faire partie de leur entourage, va toujours faire partie de leur famille, même si elles ne sont pas avec lui en couple, va quand même être là pour les enfants ou si c'est un membre de la famille élargie d'autres types de violences. Eh bien, on doit être capable de respecter ça et d'avoir des approches qui n'ont pas déjà déterminé que c'était ça l'objectif. Donc, ça fait en sorte que tous ces objectifs-là, c'est des choses que, selon moi, ne sont pas répondues par la police ou par le système carcéral. Donc, on a besoin de solutions qui répondent réellement à ces besoins-là. C'est ça que je nous invite à réfléchir aujourd'hui de qu'est-ce que c'est ces solutions-là et comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre mieux qu'elles le sont maintenant.
Au niveau des féminicides aussi, des réflexions que nous avons souvent, c'est que on sait qu'une grande proportion des femmes qui sont assassinées, soit par un conjoint, un ex-conjoint, c'est des femmes qui ont déjà porté plainte à la police, qui ont déjà fait toutes les choses que le système leur dit qu'elles devraient faire. Donc, est-ce que le système carcéral augmente le risque de violence, d'escalation de la violence? C'est ce qu'on observe dans plusieurs de nos milieux, qu'un appel à la police, généralement, la personne peut s'attendre à une escalation de la violence après. Donc, c'est pas nécessairement une action qui va réduire la violence, bien au contraire. Et puis, on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont continuer d'avoir des contacts avec leur agresseur. Par exemple, si elles ont des enfants avec cette personne-là, le système tel qu'il est maintenant, le système en droit de la famille, n'enlève pas la garde ou les visites à un agresseur simplement parce qu'il a été violent envers sa conjointe ou même souvent envers les enfants. Donc, c'est aussi une grande préoccupation qu'on voit et qui facilite la continuation de la violence. On sait aussi qu'en termes d'hommes qui commettent des actes de violence, et là je parle évidemment qu'un langage très genré, c'est pour faciliter la conversation, mais évidemment on sait que ça ne se limite pas nécessairement à ces rôles de genre-là. Puis en plus, je dirais que nous, en tant qu'organisme de femmes, c'est très important aussi pour nous de reconnaître que nous défendons les droits non seulement de femmes victimes de violence, mais aussi de femmes qui commettent des actes de violence. Et souvent, c'est les mêmes personnes qui font les deux et qui sont du deux côtés là, de certains actes de violence. Donc, beaucoup de personnes qui commettent des actes de violence ont soit des troubles de santé mentale ou vivent les impacts de traumas intergénérationnels, du colonialisme et de toutes sortes d'autres facteurs sociaux qui doivent être pris en considération dans comment on prévient et répond à la violence. Et puis, aussi, une autre proportion de ces personnes-là qui sont violentes, ce sont des personnes qui peuvent être très bonnes manipulatrices, qui sont capables de naviguer un système, qui sont capables de parler aux policiers, aux travailleurs sociaux, aux juges et de bien paraître. Et ça, c'est un enjeu qu'on voit là, très souvent avec des femmes victimes de violence, que personne ne les croit parce que la personne violente n'est pas violente tout le temps et ne répond pas à certains stéréotypes de personnes violentes. Et puis, le système carcéral ne nous donne pas beaucoup d'avenues dans ces choses-là. On parle souvent de croire les victimes, de croire les femmes, mais ça ne fonctionne pas comme ça dans une cour de justice où on doit prouver hors de tout doute raisonnable. Donc, est-ce que c'est vraiment une solution? La seule façon à l'intérieur de ce système-là de répondre à ça, c'est d'être plus strict, de demander moins de preuves. Et est-ce que l'objectif à ce moment, est-ce que le résultat à ce moment-là, ce serait de capturer plus de personnes et d'avoir plus d'incarcération qui n'aurait pas lieu d'être? Bien, probablement que oui. Et puis, donc en termes de prévention, nous, ce qu'on note, mais il y a une partie qui a un vraiment long travail de fond à faire en termes de changement systémique, en termes d'éducation, évidemment, des garçons, des hommes, en termes de ressources matérielles, de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les situations difficiles qui mettent les gens dans des situations là, de haute pression. Donc, tous ces aspects-là. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est quelque chose aussi qui demande un investissement massif. Et c'est là qu'on vient à se poser la question, si on dépense autant d'argent dans la police, eh bien, est-ce qu'on ne serait pas mieux servi de prendre cet argent-là et de le dépenser plutôt dans des services qui répondent à ces besoins-là, autant sur le long terme que des services immédiats, qui vont permettre là, aux personnes de prendre les mesures nécessaires. Souvent, ce qui garde des personnes dans des situations vulnérables à la violence, c'est vraiment la pauvreté et le fait aussi d'être marginalisées, d'être ciblées déjà par la police. Parce que les mêmes femmes qui sont le plus ciblées par la police, qui sont le plus à risque d'être interpellées, d'être détenues, d'être incarcérées, ce sont les mêmes femmes qui sont le plus à risque de vivre de la violence, de disparaître, d'être assassinées. Et c'est pas surprenant, ça fait partie du système. Et puis, donc, il faut travailler là-dessus. Si on veut que cette violence-là cesse, eh bien, il faut arrêter d'envoyer la police pour cibler certaines communautés. Et puis, une autre chose aussi dont on parle souvent, c'est ce qu'on peut appeler des fois la réhabilitation de personnes violentes.
Donc, on sait que l'incarcération n'est pas gage de réhabilitation, n'est pas gage d'éducation, de soins psychologiques pour que la personne cesse de commettre d'autres actes de violence. Un exemple récent dans notre communauté à nous, c'est l'exemple d'une travailleuse du sexe qui a été assassinée l'année dernière à Québec. Et l'agresseur en question avait déjà eu des contacts avec le système carcéral dans les années 90 parce qu'il était violent envers ses conjointes. Et le système, à ce moment-là, avait fait ce que le système fait d'habitude, l'avait arrêté, mis des charges criminelles, puis une sentence assez courte pour une première offense. Et cette personne-là a continué d'être violent. Au début des années 2000, il a tué son ex-conjointe de façon extrêmement violente. Et encore une fois, le système carcéral a fait exactement ce qu'il devait faire. Il a arrêté cette personne-là, il a été incarcéré pour 15 ans et puis il est sorti de prison là, sous probation après 15 ans et il est ensuite allé et assassiné une autre femme. Donc, on voit que le système tel qu'il est en ce moment ne fait absolument rien pour réduire cette violence-là. Ça doit venir de la personne elle-même pendant qu'elle est incarcérée, de se questionner sur ce qu'elle a fait. Et en regardant cet homme-là en particulier, on voit qu'il a essentiellement été, comme je dis souvent, entreposé dans une prison pendant 15 ans. Sans vraiment aucun service, rien pour trouver la cause de sa violence, pour évaluer les vrais risques par rapport à cette personne-là. Donc, c'est un exemple pour moi qui nous montre que même quand le système fonctionne comme il devrait fonctionner, le résultat n'est pas généralement de réduire la violence. Donc, en terminant, moi, quelques questions là, que je lance un peu. Par rapport à tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut collectivement s'outiller pour être capable de parler d'une réponse anticarcérale à la violence genrée ou violence sexuelle dans un contexte là, où les discours dominants sont des discours qui demandent plus de prison, plus de police, plus de répression. Parce que c'est difficile d'avoir ces conversations-là. Premièrement, c'est très, très émotionnel et c'est très, très difficile, évidemment, de voir des situations de violence parfois très, très extrêmes et de dire, mais la solution, ce n'est pas la punition parce que, évidemment, en tant qu'être humain, c'est une réaction normale de vouloir se venger, d'être fâché. Et il faut être capable de trouver des façons d'inclure ces émotions-là, mais aussi de trouver des solutions plus constructives. Et c'est facile aussi d'être accusé de soutenir la violence ou des choses comme ça. Il y a toutes sortes de réactions négatives lorsqu'on essaye d'amener des questions anticarcérales en réponse à la violence. Donc, je pense qu'en général, en tant que femme marginalisée, le public veut entendre toutes nos histoires d'horreur, mais ne veut pas nécessairement nous entendre lorsqu'on parle de solutions qu'on aimerait avoir. Et une autre chose qui est extrêmement importante, c'est qu'à travers toutes ces conversations-là et ces revendications anticarcérales, c'est extrêmement important de continuer de donner des services aux femmes qui veulent porter plainte, de continuer d'accompagner les femmes dans ces démarches-là. Ça reste que le système policier carcéral est une des seules options réalistes qui existent et que même s'il est complètement imparfait, même s'il cause plus de tort que de bénéfices, il y a encore beaucoup de personnes que souvent leur seule option, ça va être d'appeler le 911, que leur seule option, ça va être d'aller porter plainte à la police au minimum pour avoir un interdit de contact. Et puis, c'est important de s'assurer d'inclure ces réalités-là dans nos revendications, donc d'avoir une vision à long terme où on abolit la prison et même la police, mais aussi de faire ça de façon pragmatique en continuant d'offrir ces services-là, d'offrir des meilleurs services et de trouver des solutions immédiates pour les femmes qui en ont besoin aujourd'hui. Donc, je pense que ça fait un peu le tour de ce que j'avais à dire en introduction. Donc, Nathalie, je te redonne la parole. Merci Sandra et merci Jessica. J'aimerais qu'on revienne plus tard aux questions que Sandra a évoquées sur la criminalisation des femmes et la façon dont les femmes qui sont victimes de violences, qui sont survivantes, sont elles-mêmes impactées négativement lorsque nos réponses principales sont essentiellement la police et le système carcéral. Mais donc, avant de retourner à cette question-là, j'aimerais peut-être qu'on parle de manière plus large
des obstacles auxquels on fait face lorsqu'on travaille dans un organisme qui soutient les femmes qui sont victimes de violences, les obstacles auxquels on fait face, et particulièrement parce que récemment, le gouvernement a annoncé des nouveaux investissements, donc une réponse pour essayer d'enrayer les féminicides qui ont eu lieu. Et une bonne partie de ces investissements-là vont aller dans les centres, dans les maisons d'hébergement pour femmes qui sont victimes de violences. Et donc, j'aimerais savoir un peu, donc j'aimerais peut-être que Jessica et aussi Dolores Chu nous parle des obstacles auxquels on peut faire face lorsqu'on cherche à soutenir des femmes. Dolores Chu, peut-être particulièrement lorsqu'on soutient les femmes racisées, des personnes qui déjà vivent avec des problèmes de racisme systémique. Et ensuite, peut-être que Jessica pourrait nous parler un peu des limites du système d'hébergement tel qu'on le connaît. Donc, Dolores, peut-être que vous pourriez vous présenter et ensuite nous parler un peu de votre réflexion. Okay, Natalie, did you want me to start? Yes. Yeah. Okay. So hello, everyone. Very happy to be here. Like Jessica, currently we are also sitting in the dark, so don't know how much longer the Wi-Fi battery will go on. When Marlihan invited me to participate, and I'm assuming very much as a member of the South Asian Women's Community Center, which was started 40 years ago. And we started it because of the issue of violence against women in our communities and the specific needs of women in our communities in this regard. And unfortunately, violence against women continues to be a very important part of the work we do. I said that at this point, we're very much in the learning stage. So while we are very interested and very supportive of the idea of not involving the police, the current institutional system that exists, the quote unquote preventive measures that are available, what do you do in a crisis, all involve dealing to greater or lesser extent with the courts, with the police, and as we've heard very eloquently this evening, and we know this is not a deterrent. So one of the things that I would like to hear about is in an alternative system, if there's a woman experiencing gender-based violence, intimate personal violence, where does she, in that moment of crisis, in an alternative system, what is available to her? Can she dial 911? And will there be something available to her that provides security, right? Because that's the whole issue. I have another question / comment, but I don't know whether I should pause now, Natalie, and let you and others respond. No, please go. I think we'll maybe come back to the 911 question later, so I'm glad that you asked it. Okay. But I did really want to hear about the other comment that you made about the sort of specific obstacles that might exist. Okay, so the other point that I wanted to bring is that, as many of us know, women in marginalized communities, marginalized through race, definitely our experience in the South Asian Women's Community Center, the issue of race and language accessibility are very important. And generally, coming from racialized, marginalized communities, including people whose immigration status might be precarious,
there are concerns about reaching out to established authority, right? So already you feel that you're vulnerable, that you're racially profiled, that the males in your community, your sons, your brothers, your male partners are profiled. And so even though you might feel insecure, you do not feel at all comfortable to go out there and access resources that exist currently, resources that involve the police. But even if we're looking at a different kind of system where the police are not involved, there's still this question of race. Is the person who's going to come to my quote unquote assistance understand what the issues are? And I also don't want people outside my racialized community to know. It's sort of embarrassing. Already people talk about us, etc. And on top of that, a third layer, definitely the emotional aspect, which might be linked to some extent to race, but is also like, I don't feel comfortable talking to anybody about this issue. And so in the South Asian Women's Community Center, we often have women who come because it's like the last resort, or they've been referred to us. They are hesitant even to come to a community organization because they feel people within their community might know. So there are all these layers of complexity which make it very difficult for people who need assistance to go out and seek it. Okay, so I'll stop there. Thank you. Merci beaucoup, Dolores, pour cette intervention qui nous rappelait les obstacles auxquels font face en particulier les femmes racisées, notamment les femmes qui viennent de l'Asie du Sud. Et en fait, maintenant, j'aimerais qu'on se tourne en particulier à la question des maisons d'hébergement et aux limites, en fait, que représente cette réponse-là dans le système qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire selon la structure des maisons d'hébergement maintenant, quelles sont les limites. Et donc, je voulais demander à Jessica de nous parler de ça. Mais merci beaucoup. Merci, Dolores, puis merci, Sandra, pour vos réflexions. Alors, travaillant dans un refuge pour femmes autochtones, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès à nos services quand ils sont dans des situations de violence conjugale. Une des barrières que je vois souvent, c'est des fois si tu as un problème de consommation, si tu consommes, souvent, ce n'est pas ouvert à toi. Une des choses que je trouve, et s'il y a d'autres personnes qui travaillent en première ligne, il n'y a toujours pas assez d'options pour différents aspects de qu'est-ce que la personne veut. On demande souvent, qu'est-ce que la personne a besoin tout de suite. Moi, j'ai plein d'idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des victimes. Si on aurait peut-être, il y a comme des choses intéressantes, peut-être on pourrait avoir l'inverse, au lieu que la femme et sa famille vont dans un refuge, peut-être ça serait l'homme, lui offrir quelque part pour avoir une thérapie ou avoir quelque chose au lieu d'aller en prison. Ce que moi, j'observe très souvent, c'est très traumatisant d'avoir son conjoint et c'est pas, des fois, c'est pas qu'est-ce que la femme veut. Souvent, c'est de déplacer les enfants de leur école, d'être dans un autre quartier. C'est très bouleversant. Mais je dirais une des choses aussi, quand tu es quelqu'un, les femmes qui sont dans des situations d'itinérance, qui sont dans la rue, c'est comme ils ne comptent pas du tout pour les refuges. Si tu as un problème de toxicomanie, et même c'est même pas drôle, mais souvent l'agresseur et la femme, ils ont des mandats qui ne sont pas droit d'avoir de contact, mais ils habitent dans le même parc. Alors, c'est vraiment souvent ces femmes qui sont négligées et c'est vraiment important à souligner, ces femmes-là sont les plus à risque d'être assassinées ou à avoir des disparitions.
Alors, c'est ça, beaucoup des obstacles, c'est comme des refuges ou des foyers, c'est vraiment un band-aid, une solution. Ça vraiment ne s'adresse pas les causes, the root causes de ce qui se passe dans la situation. Je trouve que souvent, moi, je peux même prédire quand il va y avoir plus de violence. Vers la fin, comme cette semaine, la fin du mois, il y a toujours plus de violence. Il y a une augmentation de violence dans les couples que je travaille avec. C'est vraiment relié. La pauvreté, si on pouvait même juste soutenir des victimes de violences conjugales avec plus de financement, ça aurait un gros impact. Et tu sais, je trouve ça intéressant qu'est-ce que Sandra a dit. C'est vraiment, on met des valeurs envers des victimes de violences conjugales qui doivent toujours aller envers les systèmes de justice pour avoir une justice. Et à la fin, ils ne sont pas très honnêtes de ce qui se passe. Comme, je ne sais pas combien de fois, moi, j'ai déjà été en cours et le couple est ensemble et je dois leur dire, allez, tu n'es pas supposé d'être ensemble parce que ça ne va pas bien. On force les femmes à souvent faire des choses qui ne sont pas confortables. Alors, tu sais, les refuges, c'est important d'investir dans ça, mais il faut avoir d'autres alternatives. Et présentement, on n'a pas d'autres alternatives. On n'a pas d'autres façons à voir comment on peut soutenir des victimes. Et j'ai même vu dans le travail que j'ai fait, quand il y a des femmes qui appellent le 911 et la police arrive, ils ont déjà été arrêtés s'ils ont des mandats. Alors, des femmes qui sont criminalisées, c'est pas vrai que la police ne va pas les arrêter, même s'ils sont des victimes. Alors, il faut vraiment regarder, il y a beaucoup d'hésitations d'appeler le 911 et ça serait d'avoir une alternative à appeler quand tu es en situation. Et je dirais qu'on peut vraiment prévenir beaucoup des situations en investissant dans des programmes sociaux, soutenir, vraiment, c'est comme quand on parle, c'est très basic, pauvreté, logement, vraiment des droits humains très, très de base. Merci beaucoup, Sandra. En fait, je suis contente que tu aies mentionné la question de la criminalisation parce que je voulais un peu t'entendre un peu plus là-dessus. Peut-être Sandra, si elle voulait ajouter quelque chose. Sandra avait un peu dressé un portrait de ce problème et c'était en fait, on avait demandé à différentes personnes de nous envoyer des questions et la CACIF, c'est-à-dire la Coalition d'action et de surveillance sur l'incarcération des femmes au Québec, nous avait justement envoyé comme question, et je vais la lire, comment la criminalisation et la dépendance sur le système carcéral nuisent aux femmes et les exposent à une plus grande criminalisation. Et elles ont ajouté en parenthèse, la plupart des femmes incarcérées sont survivantes de violences genrées. Et donc, j'aimerais peut-être qu'on parle un peu plus de cette problématique, de la manière dont la dépendance au système carcéral, en fait, nuit aux femmes qui sont elles-mêmes survivantes et les expose à davantage de criminalisation. Oui, j'arrive pas à allumer ma caméra. Voilà. OK. Donc, j'ai plusieurs choses à dire en réponse à ça. Premièrement, peut-être pour revenir à la question là, des maisons d'hébergement et des approches par rapport à ça, je pense que c'est important de dire que pour certaines femmes, le modèle classique de maison d'hébergement peut être très, très utile, peut sauver des vies, peut vraiment permettre à des familles de quitter une situation de violence conjugale et de rebâtir là, une vie de famille. Mais ce sont des cas d'exception plutôt que la norme. Ces maisons-là, souvent, ont une approche, une philosophie qui est quand même assez directive et standardisée, puis qui ne répond pas aux besoins là, de personnes avec des vies différentes ou des enjeux plus nuancés. Puis, il y a plusieurs, je pense que Jessica l'a nommé, mais je pense que ça vaut la peine de renommer ça, qu'il y a plusieurs enjeux qui sont des barrières vraiment réelles et énormes, que peu importe le nombre de maisons d'hébergement qu'on peut avoir, vont quand même exister. Donc, il y a la partie vraiment financière. Ça coûte très cher de se séparer souvent. Il y a tout l'enjeu de la pauvreté, puis la pauvreté aussi qui cause et qui continue de la violence parce que c'est extrêmement difficile de vivre en situation de pauvreté et ça mène les gens à agir de toutes sortes de façons que des gens qui ne sont pas en situation de pauvreté n'ont pas besoin de considérer.
Puis également le fait que souvent, les finances de deux personnes peuvent être assez attachées, proches, que ça devient un enjeu énorme. Nous, par exemple, un enjeu qu'on a souvent soulevé, c'est au niveau des femmes en situation de handicap, où quelqu'un n'a pas accès à l'aide sociale ou à d'autres aides gouvernementales si elle a un conjoint qui est censé subvenir à ses besoins. Donc, ça met des personnes donc, dans une situation où elles ont 0 revenu et que la société compte sur le fait que le conjoint va les soutenir. Donc, pour ces femmes-là, évidemment, quitter une situation, eh bien, elles ne peuvent même pas tranquillement économiser de l'argent avec le temps. Elles doivent se retrouver dans une coupure complète avec 0$ et repartir complètement à neuf. Même chose lorsque des personnes ont un statut d'immigration qui est relié à une autre personne. C'est quelque chose qui peut être une barrière très, très réelle. Puis, il y a aussi le fait que souvent les femmes, puis particulièrement, comme Jessica le mentionnait, des femmes criminalisées, n'ont pas nécessairement la permission de quitter des situations difficiles. Donc, si quelqu'un a des enfants avec quelqu'un d'autre, eh bien, le droit de la famille ne permet pas à quelqu'un de juste disparaître avec ses enfants. Elle doit avoir une permission pour faire ça. Si quelqu'un est en liberté sous caution ou en probation, eh bien, elle ne peut pas simplement changer d'adresse sans faire des démarches juridiques dans ce sens-là. Si quelqu'un n'a pas de crédit, bien, elle ne peut pas juste déménager parce qu'elle n'aura pas accès à un autre logement. Donc, c'est des choses très, très pratiques là, qui doivent exister bien en plus de la maison d'hébergement. Et ensuite, pour revenir là, aux femmes criminalisées, donc oui, c'est vrai que la majorité des femmes incarcérées sont aussi victimes de violences. Moi, ce que ça me pose problème des fois quand on nomme ces statistiques-là, c'est que souvent, c'est utilisé comme façon de voir donc, la dichotomie de la femme, elle est soit une criminelle ou elle est une victime. Si elle est une victime, elle doit être sauvée. Si elle est une criminelle, elle doit être punie. Quand dans les faits, ce n'est pas une dichotomie qui sert à personne. Donc, dans les faits, je pense qu'il y a aussi évidemment beaucoup d'hommes qui sont incarcérés, qui sont aussi victimes de violences, qui ont toutes sortes d'histoires d'abus également, puis qu'on n'a pas nécessairement la même compassion pour elles, pour eux. Donc, je pense qu'il faut se sortir de cette dichotomie-là, puis se poser la question du rôle du système carcéral en général dans la vie des personnes et que c'est un système qui nuit, puis qui cause toutes sortes de torts à toutes sortes de niveaux là, à beaucoup de personnes. Et puis, donc, souvent, donc, on parle de comment est-ce que les agresseurs ciblent certaines personnes. Et puis, ce n'est pas au hasard qu'un agresseur va cibler une personne, que ce soit là, une personne qui va cibler une inconnue versus quelqu'un qui cherche une conjointe, là, un homme violent qui cherche une conjointe. Eh bien, les agresseurs vont trouver des personnes qu'eux jugent vulnérables. Et cette vulnérabilité-là va être évaluée selon, mais qu'est-ce que la société pense de cette personne-là? Et lorsqu'on a des personnes dans notre société qu'on a comme mandat de les éliminer, donc je pense par exemple aux femmes qui consomment des drogues, on a des lois qui disent qu'on veut éliminer toutes les drogues et que consommer c'est mal. Peu importe qu'on voit la personne comme une victime ou comme une criminelle, c'est un même mandat d'éradication. Même chose pour les travailleuses du sexe. Donc, c'est sûr que lorsque la police a un mandat d'éradiquer certaines personnes, un agresseur entend un message que ça lui donne une opportunité de cibler ces femmes-là. Donc, le lien entre les deux, il est assez évident pour moi. Donc, et je pense que ce que ça nous amène aussi comme question, c'est aussi cette notion-là de la victime parfaite, si on veut, versus de la nuance et de la complication de nos vies. De qu'est-ce que ça veut dire de vivre, disons, dans la rue ou de vivre en situation de grande pauvreté, de vivre en précarité, d'être, comme on dit, dans le struggle. Eh bien, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit faire toutes sortes de choses, on doit faire toutes sortes de compromis, et puis que souvent, le parcours des personnes qui sont victimes de violences, ce n'est pas les personnes qui suscitent le plus de sympathie de la part des juges, des procureurs, de la police et du public, et que ça fait partie de comment les femmes sont ciblées. Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'en résumé, pour moi, c'est vraiment toujours important de sortir de cette dichotomie de victime ou de criminel, puis d'aller plus dans la nuance, dans la réalité de chaque personne, puis dans l'objectif ultime des actions qu'on fait, et puis l'objectif de chaque personne aussi pour sa vie, puis de respecter le fait que les options là, utopiques qu'on imagine pour la femme blanche de classe moyenne et ne sont pas nécessairement accessibles à tout le monde
en ce moment. Donc, il faut aussi être capable de naviguer là, les réalités d'être plus marginalisé. Juste pour ajouter une chose, je pense que souvent, si tu n'as jamais été dans un foyer ou un centre d'hébergement, il y a aussi comme des violences, lateral violence, qui peuvent se passer dans un refuge. Quand on met plusieurs personnes qui ont vécu plusieurs traumatismes, ça peut même avoir d'aller dans une place où on se sent plus, on est supposé d'être en sécurité, mais ça peut amener à d'autres violences dans les communautés. Et oui, pour certaines personnes, c'est bien et ça fonctionne, les hébergements, mais ce que souvent je vois, c'est s'il y aurait d'autres options, d'autres alternatives, d'avoir un peu qu'est-ce que Dolores dit, d'avoir sa confidentialité. Peut-être qu'ils ne veulent pas nécessairement que la communauté sache qu'ils sont dans cette situation. Et je dirais que la violence conjugale est très, très commune dans notre société et il y a beaucoup de cas qu'on n'entend jamais. Quand je me rappelle quand je travaillais dans un CLSC, c'était très, très, très commun d'avoir plusieurs couples qui venaient nous voir, qui voulaient avoir du counseling et tout ça. Et souvent, la réponse, c'est s'il y a de la violence, la seule solution, c'est que la femme s'en va de la relation et qu'il n'y a rien vraiment qu'on peut faire pour ces personnes-là. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça amène qu'ils vont plus, peut-être cette victime-là ne veut pas aller chercher de l'aide. Et je dirais même, j'ai déjà vu des situations où des femmes sont criminalisées, où j'ai une situation, c'est très comme une femme que je savais que c'était le conjoint qui l'a poussée d'un balcon, mais elle continuait à dire parce qu'elle ne voulait pas que lui soit arrêté, elle ne voulait pas avoir des affaires avec la police. Alors, elle a complètement changé, qu'elle a sauté de son balcon. Je trouve ça tellement terrible comme intervenant quand je sais que les deux parties veulent de l'aide, mais il n'y a pas de l'aide qui est disponible. Et ça va continuer le cycle de violence. Alors, je pense que c'est vraiment que les personnes qui travaillent en violence envers les femmes, je pense que c'est important de aussi envers les femmes trans, où il n'y a souvent pas beaucoup de centres d'hébergement pour femmes n'acceptent pas les femmes trans, sont vraiment souvent juste laissées à their own devices, de vivre avec cette violence et ça devient de juste l'accepter parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres, ils ne voient pas d'autres solutions, ils ne voient pas d'autres façons de s'en sortir. Merci beaucoup, Sandra et Jessica. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter quelque chose avant que je passe à la question suivante? Non, d'accord. En fait, je voulais aussi lire des commentaires qu'on a reçus sur Facebook en réponse aux interventions. Il y a Karine qui a écrit, je cite, le capacitisme est si important qu'on parle de violence et pourtant, c'est rare qu'on en parle réellement. Merci, Sandra. Et il y a Molly qui a ajouté aussi comme commentaire sur Facebook, il faut avoir les ressources financières de base, comme un revenu minimum garanti, services de santé sociaux, psychologiques gratuits, contrôlés par les communautés elles-mêmes, logements sociaux, etc. Donc, peut-être qu'on pourra revenir à ces deux interventions-là et ces deux pistes de réponse. Et en fait, la question que à laquelle je voulais revenir, c'est celle que Dolores nous avait posée un peu plus tôt. Donc maintenant, on entre un peu dans la section où je voulais qu'on parle, qu'on imagine des solutions concrètes
des solutions anticarcérales concrètes. Et donc, la question de Dolores, c'était, puisque les réponses pénales, criminelles peuvent poser problème lors d'une situation de crise, que se passerait-il si, en appelant le 911, il y avait plutôt un modèle alternatif pour les situations de violence conjugale? Et donc, une autre manière aussi de poser cette question, c'est aussi de se demander, une personne qui est en crise, qui vit une situation urgente, par exemple de situation de violence conjugale ou de viol, de quoi a-t-elle besoin concrètement et comment pourrait-on organiser un service alternatif autour de ces besoins-là? Et donc, le plancher est un peu ouvert. Vous pouvez intervenir comme vous voulez sur cette question-là. Attends, Il y a Dolores aussi qui avait elle-même, Dolores, you had sort of asked the question around 911. I don't know if you have already thought of some possible answers to that question, if you have thought about what an alternative crisis response could be for people who are in crisis situations and who call 911. Not in too much detail, because I think I'm still very much sort of kind of stuck in this in the current model, but it's a kind of imagining that if I call 911 and the cops don't show up, but another individual or group of individuals comes, I think I would feel a little less less anxious, because the arrival of the police has an escalating impact irrespective of what happens. So if there are individuals who are trained to de-escalate, but not from the kind of direction of the police, that might be a little de-stressing. And coming back to the second sort of set of comments that I made, as a racialized woman, a woman who might not feel comfortable speaking English or French, a woman who's, in this case, I'm going to assume it's a heterosexual relationship, male partner would standardly have come to the cops and said, no, everything is okay. I'm just trying to imagine what it might be to have people arrive who are aware of all these complexities and work to kind of de-escalate and not necessarily find an immediate solution, but ensure safety and security. That's really great, Dolores. Thank you so much. Je peux répondre un peu comment je le vois, parce que c'est un travail que si j'aurais comme des ressources, quand je fais des interventions en violence conjugale, ça dépend de qu'est-ce que les personnes veulent, mais souvent c'est juste de les séparer. Et c'est qui veut partir de la situation avant que, admettons, la police va venir dans cette situation. Alors, ça serait pour moi, comme ça m'est déjà arrivé, que des fois, c'est comme, je pense que la violence conjugale, on a comme vraiment une idée comment ça peut déclencher très vite et ça peut avoir une violence des deux parties où ça devient violent, où une personne veut vraiment partir, mais ils doivent aller quelque part, puis pas nécessairement dans un refuge et tout ça. Si on aurait comme admettons, une place où on pourrait soutenir l'agresseur et la victime et de les séparer tout de suite. Ça moi, je verrais ça. Si, admettons, on avait Désolée. J'essaie de dire toutes mes choses très vite. Vous m'entendez? Oui, maintenant on t'entend très bien. Oui, alors c'est plutôt d'avoir des options. Avant d'appeler la police, parce qu'il faut s'en rappeler que souvent la police n'est pas appelée. C'est quand je fais des efforts, quand je vais visiter quelqu'un, ils ont décidé de m'appeler au lieu d'appeler la police.
Et c'est là où on peut comme évaluer et c'est de peut-être avoir comment on dit, une séparation où la personne n'est pas nécessairement incarcérée. Je pense que plus de victimes appelleraient un service comme ça, qu'ils sachent que leur conjoint ne va pas être arrêté et aller en prison pour la nuit ou le soir ou la fin de semaine. Ça serait au lieu de juste savoir des refuges pour hommes, c'est vraiment pas tout le temps la solution. C'est aussi d'être capable de parler honnêtement avec des victimes, de c'est ça. J'ai un peu de problème d'Internet, mais ce que je veux dire, c'est vraiment d'être, avoir, je pense de ce que moi je vois dans mon travail, c'est souvent les victimes veulent être sûres que leur conjoint est correct. Il faut aussi s'en rappeler que ces personnes-là sont des parents, sont des pères. C'est pas nécessairement, ils veulent pas que les enfants sont des fois témoins de ça. Je pense que souvent, si on sait que peut-être il va y avoir de l'aide, si la personne est consciente qu'il y a un problème de colère et de violence, qu'il veut travailler sur ça, je pense qu'on pourrait avoir beaucoup moins de escalation de violence. Alors, pour moi, ça serait comme juste avoir peut-être des chambres d'hôtel ou quelque chose de disponible tout de suite. Qui va partir de la situation? C'est vraiment d'avoir plus de financement pour des ressources pour hommes et pour des ressources pour femmes, mais juste différentes alternatives. Je pense qu'en parlant ouvertement de ce sujet, c'est vraiment important parce que il y a beaucoup de victimes qui vivent en secret avec ces violences parce que c'est tellement tabou et qu'elles sont vues si elles restent avec ce conjoint violent, tous les stéréotypes, qu'elle n'est pas forte. C'est vraiment, bon, a lot of victim blaming. Alors, je pense si on aurait par et pour la communauté des réponses, il y aurait plus de prévention avant qu'il y ait escalate quelque chose de tellement violent ou tragiquement, comme on a vu, 10 fémicides. Et je pense que c'est important à toujours souligner que les hommes qui ont assassiné ces femmes dernièrement, ils ont tous passé par la prison. Et ça, c'est juste un autre traumatisme qu'on rajoute. Alors, c'est ça qu'est-ce que je dirais. Ça serait d'avoir des personnes pareilles pour la communauté et avoir des options. Ça pourrait être aller à une famille, ça pourrait être aller dans un hôtel. C'est vraiment aussi de soutenir et faire un suivi avec ces personnes-là. Je pense que l'incarcération, ça devrait être comme vraiment dernière. C'est quoi nos systèmes carcérales? Il n'y a comme pas de ressources, il n'y a pas de soutien. Si tu veux traiter aussi, je pense, travaillant avec des hommes violents, c'est pas comme quelque chose qu'on aime. Tu sais, souvent, quand un homme violent me demande « je veux de l'aide », il n'y a pas beaucoup de place que je peux le référer. Si tu n'as pas d'argent, alors, c'est vraiment de faire un peu cette prévention et de faire de l'aide immédiatement. Ça veut dire est-ce qu'il y a personne a besoin d'un détox? Est-ce que c'est la consommation qui augmente la violence dans le couple? C'est quoi exactement cette famille-là a besoin? Et en travaillant en réduction des méfaits, c'est de croire que chaque personne a les solutions. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur famille. Et c'est juste de leur présenter avec ces options-là au lieu de la criminalisation et envoyer la police où ça peut vraiment empirer la situation. Donc, si je peux ajouter un peu à tout ça, voilà la vidéo.
Donc, je pense que par rapport au 911, pour moi, une des premières choses, c'est que c'est assez rare que l'appel au 911 en pleine situation de crise fait partie là, du parcours de quelqu'un lorsqu'il vit de la violence. C'est sûr que ça peut être utile, puis souvent la menace d'appeler le 911 peut aussi désescalader une situation de violence. Mais généralement, les femmes qui veulent aller vers la police, c'est plusieurs jours plus tard, c'est même dans des semaines qui suivent, c'est un moment où elles sont prêtes à aller faire ça, qu'elles veulent ce service-là et pas dans le feu de l'action lorsqu'il se passe quelque chose. Donc, je pense que les services ont besoin, donc les services alternatifs aussi qu'on propose doivent être, oui, disponibles en moment de crise, mais doivent être disponibles aussi en tout temps, en format facile d'accès, que ce soit drop-in, qu'on y va quand on veut y aller ou qu'on peut appeler avant une crise. Je pense que souvent, des personnes violentes ont une certaine routine, si on veut, à la façon que leur violence arrive, certaines situations qui aggravent la violence, que ce soit avec un trouble de santé mentale qui est cyclique, que ce soit avec certaines situations qui apportent beaucoup de pression. Il faudrait qu'il y ait cette option-là là, de répit, si on veut, que, comme Jessica disait, que peu importe c'est qui la personne qui va aller vers ce service-là, que ce soit la personne violente ou la victime, mais que les personnes puissent avoir facilement accès à ne pas être ensemble pendant le temps d'une crise. Puis, je pense aussi, si on a une unité d'intervention qui n'est pas armée, qui n'est pas la police, qui arrive avec vraiment une formation sociale, puis un mandat non directif, il faut penser aussi à qu'est-ce qui arrive, comment est-ce que la personne au 911 envoie cette unité-là versus la police. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup au niveau des surdoses en ce moment, où les gens dans la communauté doivent avoir toutes sortes de stratégies pour éviter que la police vienne et avoir seulement l'ambulance qui est le service qu'ils ont besoin parce que c'est une urgence médicale. Et c'est très compliqué de dire la bonne chose, d'éviter de dire la mauvaise chose pour éviter que la police vienne. Puis on peut présumer que, comme partout dans la société, il va y avoir un biais raciste, notamment au niveau de la répartition au 911, que les personnes racisées, les personnes migrantes, les personnes trans, les personnes qui consomment des drogues vont avoir plus de chances qu'un appel au 911 se solde par l'arrivée de la police que des personnes qui arrivent là, à communiquer adéquatement qu'elles ont besoin de l'autre type d'intervention et à convaincre la personne au 911 que c'est le cas. Donc, il faudra penser à est-ce que c'est un numéro de téléphone différent du 911, une autre ligne d'urgence? Ou c'est quoi en fait les procédures là, pour que cette unité-là soit la bonne qui arrive. Et puis, je pense aussi qu'un des enjeux souvent qu'on voit en violence, pas seulement en violence conjugale, dans d'autres formes de violence aussi où la victime connaît son agresseur, eh bien, c'est souvent les menaces que l'agresseur va faire qui souvent ne sont pas des actes criminels. Puis souvent, c'est des menaces qui sont basées dans des faits réels, comme par exemple, on imagine si une femme est travailleuse du sexe et ne déclare pas d'impôts, que le conjoint violent ou même un ami qui l'harcèle ou peu importe la personne là, qui commet des actes de violence peut dire, bien, je vais te dénoncer à Revenu Canada ou je vais dire que tu as des drogues ou je vais te dénoncer pour telle autre chose qui est peut-être quelque chose de vrai qui pourrait avoir un impact négatif sur la personne. Donc, moi, ça reste une des questions que je me pose beaucoup de c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces menaces-là aient autant de pouvoir qu'elles ont en ce moment? C'est quoi les moyens qu'on peut donner? Puis peut-être que justement, si c'est difficile que ces personnes-là aient accès à la police et que ce soit plutôt des unités d'intervention non armées puis non affiliées à la police qui répondent, eh bien, je pense que ça peut être une des façons là, de réduire le poids de ces menaces-là que les personnes font. Mais on a besoin aussi d'autres choses et de penser à pourquoi il y a autant de dynamiques de pouvoir là, envers certaines femmes. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait peut-être intervenir?
sur la question du 911 et des interventions en situation de crise et d'urgence. Pour les personnes qui sont sur le Zoom aussi, il y a des personnes qui posent des questions sur Facebook et je le reçois, c'est très bien, ou des commentaires plutôt. Aussi, si vous êtes sur le Zoom, si vous voulez utiliser la fonction lever la main, c'est aussi une possibilité et je pourrais vous demander d'intervenir en temps et lieu. Alors, merci beaucoup pour ce dernier tour de parole de Dolores, de Jessica et de Sandra. Qui ont partagé leurs pistes de solutions, les priorités pour elle quant à ces situations d'urgence où une personne qui vit une situation violente aurait besoin d'une réponse immédiate ou peut-être, comme l'a souligné Sandra, ce serait peut-être pas nécessairement sur le vif, mais peut-être quelques jours ou quelques semaines plus tard, quand la personne est prête. Et donc, il y a plusieurs pistes de réponse qui ont été apportées. D'abord, l'importance d'avoir des services qui sont disponibles en tout temps. La possibilité peut-être d'avoir une autre ligne que le 911 qui serait une ligne qui assurerait essentiellement que ce ne serait pas la police qui intervienne, l'importance de la déescalation lorsqu'une personne vit une situation pareille, aussi le fait que souvent ce qui est nécessaire, c'est simplement de séparer les personnes la personne qui est violente de la personne qui subit la violence. Il y a aussi d'autres commentaires qui nous ont été apportés sur Facebook. Il y a Sophie qui a notamment d'abord mentionné le fait que ce qui est besoin, en fait, ce dont on a besoin, c'est un besoin d'accompagnement qui est trauma-informed, c'est-à-dire qui garde en tête l'impact des traumatismes et puis que c'est moins, en fait, une prise en charge qui est nécessaire, mais plutôt un accompagnement. Et Sophie a aussi ajouté, et je vais lire le commentaire, il est tellement urgent qu'on ouvre un espace pour guérir les traumas, autant de l'abuseur que de la victime à l'intérieur de la communauté. La violence se reproduit lorsque des traumatismes ou des traumas n'ont pas été adressés. Alors, parlons du fait que collectivement, on associe les traumatismes à la guerre et ou des événements extraordinaires, alors que ce n'est pas le cas. Donc, merci beaucoup, Sophie. Donc, la question suivante à laquelle je voulais qu'on réfléchisse, elle est un peu reliée. C'est une question qui nous a été envoyée par Romina Hernandez, qui travaille à la FFQ, la Fédération des femmes du Québec. Et sa question, c'était, je cite, « De nombreux organismes communautaires ou tables de quartier qui travaillent sur la violence conjugale travaillent main dans la main avec la DPJ ou la police et n'ont pas l'intention sérieuse d'arrêter. Les solutions immédiates consistent à former des cellules de crise travaillant ensemble et, pour le moment, la police fait partie de la plupart des conversations. » Donc, sa question est, comment peut-on commencer à créer ou à mettre en œuvre des cellules de crise dans nos communautés sans que ces institutions soient présentes? Et donc, voilà la question que je vous pose. On le sait évidemment qu'une des réponses de la Ville de Montréal, notamment, c'était d'avoir des cellules mixtes. Et on sait évidemment que, comme on a beaucoup parlé de criminalisation, c'est clair que ces cellules mixtes ne répondraient pas aux besoins qu'on a relevés. Donc, comment est-ce qu'on pourrait justement mettre sur pied ces cellules qui seraient vraiment dans nos communautés, donc qui ne seraient pas gérées nécessairement par des institutions étatiques? Et quelles seraient les premières étapes, par exemple, pour commencer à mettre sur pied ces cellules-là de crise dans nos communautés? Donc, je vais peut-être passer la parole à Sandra pour commencer. Oui, donc tout d'abord, merci Romina pour la question. Puis Romina, elle est membre du conseil d'administration et non pas employée de la FFQ. Donc, première chose que je voulais dire, c'est qu'en effet, il y a beaucoup d'organismes puis de services là, qui sont partenaires de la police, de la DPJ. Et souvent, c'est présenté comme quelque chose qui est inévitable, là, que c'est obligatoire, qu'on ne peut pas accompagner des femmes dans des processus judiciaires sans être en partenariat avec ces institutions-là.
qu'on est obligé de tout rapporter à la DPJ. Dans les faits, c'est pas le seul modèle qui existe. Il y a plusieurs organismes, Stella est un exemple, qui, malgré le fait qu'on accompagne des femmes dans des processus au niveau de porter plainte ou de faire des suivis avec la police, même de faire des suivis avec la DPJ, qu'on n'a aucun partenariat avec ces institutions-là et qu'on a des politiques très, très claires, que les gens peuvent venir chez nous en ayant totale confiance qu'on ne va pas solliciter ces services-là sans qu'elle le demande. Et puis, on fonctionne très bien. On existe depuis plus de 25 ans et puis... donc, je pense qu'il faut éventuellement que les organismes qui sont dans ces partenariats, en sentant que c'est obligatoire, questionnent ces choses-là, aient le courage de se tenir debout face à ces institutions-là. Même chose au niveau de la DPJ, la notion d'être obligé de rapporter des choses à la DPJ, c'est quelque chose qu'on peut questionner et ne pas prendre là, comme quelque chose d'important ou de nécessaire. L'idée là, que certaines personnes, comme des travailleurs sociaux, sont obligés de rapporter toutes sortes de situations à la DPJ, ce n'est pas quelque chose qui existe pour protéger les familles, les femmes, c'est quelque chose qui existe pour protéger la personne qui travaille dans cet organisme-là d'être accusée de ne pas avoir fait ce qu'elle devait faire. Donc, je pense qu'il faut être honnête avec ces choses-là, puis vraiment y tenir tête. J'ai des exemples, par exemple, au BC, au niveau de femmes qui consomment des drogues, où il y a certains médecins infirmières qui ont vraiment comme politique, lorsqu'une femme accouche et que la DPJ arrive pour enlever l'enfant à la naissance, comme ils font beaucoup dans le cas de femmes autochtones, eh bien qu'eux vont physiquement empêcher la DPJ de rentrer dans ces milieux-là et vont tout utiliser l'ensemble de leur pouvoir pour contrer ces institutions. Et au Québec, on pourrait très bien faire la même chose de différentes façons. Donc, je suis désolée, c'est comme une aparté à la réponse à la question, mais je pense que c'est important de le nommer, qu'on peut faire beaucoup plus pour séparer nos organismes communautaires et nos autres services de ces institutions-là et qu'on peut résister et que ça fonctionne de résister à ces systèmes-là. Et ensuite, pour la question de l'unité d'intervention, donc en effet, moi je suis vraiment d'accord que ça ne doit pas être une unité qui est affiliée avec la police, ça doit être très séparé. Puis on a des exemples qui existent dans d'autres villes qui sont très intéressants et qui peuvent servir d'inspiration pour ce qu'on fait. Un qui est souvent apporté, c'est l'exemple d'une unité à Eugene aux États-Unis. Ça fait plusieurs années qu'ils ont ce service-là d'une unité d'intervenants sociaux, incluant là, des personnes qui sont là en tant que pères avec une expérience vécue, des personnes avec différentes formations, qui sont appelées à intervenir dans des situations soit de crise, des situations, toutes sortes de situations de violence également, et qui arrivent à désescalader les situations, à répondre et à éviter que la police soit impliquée. Et puis, ce sont des modèles qui fonctionnent très bien, mais ça nécessite une volonté vraiment politique dans la ville de soutenir ces choses-là, de contrôler aussi la police, parce qu'on sait que la police vont s'opposer à cette existence-là, ils vont à ce genre à l'existence de services comme ça, vont trouver des façons de saboter la chose, vont faire de la propagande. Le jour où on a une unité comme ça qui est mise en place, on sait que le SPVM va tout de suite être dans les médias tous les jours avec une histoire d'horreur, de violence, qu'eux, ils ont sauvé, qu'ils étaient les seuls sauveurs de cette pauvre victime. Donc, on doit être prêt à vraiment se commettre puis aller au bout de cette idée-là, puis créer quelque chose de concerté. Et ça nécessite une préparation, une réflexion. Mais je pense qu'à Montréal, on a tous les outils, toutes les connaissances communautaires pour faire ça. Il suffit de mettre les ressources et la volonté politique. Puis je pense qu'on peut y arriver beaucoup plus rapidement qu'on pourrait penser. Et que ce serait un succès, particulièrement dans une ville comme Montréal qui est une des villes les plus sécuritaires, où on a une belle concertation communautaire, on a un service assez développé, donc il suffirait de mettre les ressources, puis je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose de très bien en puisant dans les expertises qui existent déjà. Jessica, est-ce que peut-être que tu aimerais ajouter quelque chose sur la question de la séparation? Oui? C'est juste, il faut être courageux comme organisme, puis vraiment regarder les faits.
Et comme Sandra a dit, mais l'affaire, c'est qu'on fait déjà ce travail-là dans les communautés. Il faut vraiment s'en rappeler qu'il y a beaucoup de cas de violence conjugale, ils n'appellent jamais le 911 et ils demandent à la communauté d'intervenir. Et ça, ce n'est pas nécessairement des intervenants. Ça, comme moi, je reçois des appels d'une amie ou son ami, ils sont là et il y a une situation de violence. Et même, je peux même faire des interventions au téléphone. Tu sais, peux-tu t'en aller? Il y a tellement de façons d'intervenir avec des personnes, puis utiliser la communauté, la famille, d'être capable d'avoir une alternative. Je pense à la communauté autochtone, c'est sûr qu'à cause de la crise des femmes autochtones disparues et assassinées, que la police ne répond même pas dans des cas super extrêmes. C'est juste vraiment de soutenir ces initiatives. On a des réponses et c'est vraiment, ça vient à beaucoup, c'est de l'argent, political will, et vraiment de voir les faits. Alors, oui, je crois, tu sais, moi, je suis assez confiante parce que je vois déjà tellement de travail, pas juste dans les communautés autochtones, dans la communauté trans, ils se soutiennent. Tu sais, dans plusieurs communautés, ils le font déjà. Par rapport à la DPJ, je ne sais pas quand on est arrivé qu'on doit tout signaler parce que pendant très longtemps, dans les communautés, on prenait soin de nos enfants. Si comme si ta voisine, comme moi je me rappelle, une amie, une voisine, elle avait de la difficulté. Alors nous, on prenait, moi, mes parents ont pris l'enfant pour quelques mois. On faisait déjà ces choses-là en communauté, mais à quelque part, on a commencé à appeler des travailleurs sociaux tout le temps pour n'importe, comme Sandra a dit, pour protéger le travailleur social. Quand on a déjà ce soutien-là, c'est mieux en communauté. On le faisait avant. Alors, c'est un peu, we say we just need to go back to beaucoup des choses qu'on faisait initialement dans les communautés avant qu'il y avait tellement de DPJ, puis Bacha, puis la police. C'est presque comme on a commencé une industrie pour des emplois. Je me demande des fois, c'est quoi le but? Parce que souvent, je ne vois pas que le but est que l'enfant soit bien et que la famille soit bien. C'est plutôt... Anyways, je pense que vous me comprenez, mais c'est ça. Alors, c'est ça, je pense qu'on le faisait beaucoup, très souvent avant. Et je pense que la pandémie, même dans des communautés, quand je travaille je reçois dans des communautés inuites dans le Nord, souvent, il n'y a même pas de police. Il y a comme 2 GRC. Alors, c'est souvent la communauté qui aide des femmes qui sont dans des situations de violence conjugale. Ils le font déjà. C'est juste c'est qu'on n'entend pas, on n'entend pas ça dans les médias parce qu'il y a des situations où même la GRC ne veut même pas intervenir parce qu'ils n'ont pas assez de ressources. Alors, pour moi, c'est des choses qui sont déjà faites et c'est juste comme organisme, tu travailles en violence conjugale ou gender-based violence, si vous pensez que la police va être bien d'avoir un partenariat, ça va vraiment enlever la confiance de la communauté quand tu fais des interventions. Si tu viens avec des personnes armées et des travailleurs sociaux qui vont enlever ton enfant. Merci. J'aimerais ajouter à ça, Jessica mentionne quelque chose de super intéressant là, sur le fait que justement, on a l'habitude dans les communautés de se prendre soin entre nous, de s'occuper des enfants l'une de l'autre, d'avoir un soutien de cette façon-là. Je pense que dans des cas aussi de violence à l'intérieur d'une famille, qu'on parlait tout à l'heure, que c'est important que dans une situation de crise, eh bien qu'on ait une place où la personne violente peut aller avoir un répit puis obtenir des services, peut-être même juste dormir à l'hôtel pour un soir ou deux, que la victime aussi doit avoir ces services-là. Mais une autre option aussi qu'on n'a pas nommée explicitement, c'est que le couple ait un endroit où aller déposer les enfants pour la nuit, pour la journée, pour le week-end, parce que souvent, quand c'est une situation où c'est, disons, un homme qui est en crise, peut-être au niveau de troubles de santé mentale ou quoi que ce soit qui l'amène à être violent, eh bien, c'est pas rare que le réflexe de sa conjointe, c'est de vouloir être avec lui, le soutenir,
l'accompagner dans cette crise-là qu'il vit, même si elle risque la violence dans ce moment-là, mais elle veut protéger ses enfants. Donc, le fait d'avoir des endroits sans jugement où on peut, à la dernière minute, aller juste déposer nos enfants pour qu'ils passent la nuit et qu'on puisse retourner s'occuper de nos affaires en sécurité, c'est aussi quelque chose qui est important, qui en ce moment n'existe pas, à moins de justement lorsqu'on a des voisines, puis des amis, puis des membres de la famille, mais c'est pas tout le monde qui a ces personnes-là à portée de main. Et on sait comment les écoles réagissent à ce genre de choses-là. J'imagine si demain matin, plutôt que moi, c'était une amie qui déposait mes enfants à l'école, que probablement qu'il y aurait des réactions, des questions qui seraient posées. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui est normalisé et qu'on ait beaucoup plus d'ouverture dans notre société parce que ça fait aussi partie de nos mécanismes de réduire la violence, de réduire l'exposition de nos enfants à la violence pour peut-être briser ces cycles-là intergénérationnels. Et c'est un acte, ça doit être vu comme un acte d'être un bon parent, d'accéder à ces services-là. Et je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup là, dans les services qui existent actuellement, puis dans la façon qu'on conçoit ces choses-là dans le futur également. Oui, et même, je dirais, Sandra, c'est même dans des communautés que j'ai déjà vu qui est intéressant, c'est d'avoir même d'envoyer childcare à la famille, dans leur maison, qui est encore mieux. Oui, Alors, effectivement. c'est ça, comme ils font ça, même d'avoir un service d'urgence, qu'il y aurait une gardienne qui vienne à la maison. Tu sais, ça serait comme ça, c'est des choses, c'est des solutions. Souvent, on voit l'augmentation de stress, c'est souvent à cause de childcare. Tu sais, des femmes moi, je suis un parent, moi, je peux aller quand je suis comme frustrée ou tout ça, je peux j'ai comme les moyens pour payer quelqu'un pour une gardienne. Mais souvent, des familles qui sont en pauvreté, ils n'ont pas ça. Puis c'est souvent juste ce break, ou des fois, même avant, que ça pourrait avoir tellement un gros impact, juste d'avoir accès à une gardienne pour venir pour la nuit où on voit déjà que peut-être c'est une mauvaise semaine, où il y a eu plus de violence verbale. Tu sais, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions. Oui, absolument. Puis ça rejoint aussi, tu sais, justement, l'angle plus large aussi de la violence envers les enfants qui peut être commise par les parents, justement, dans des situations de stress souvent extrêmes. Puis d'autres demandent aussi des répits pour les parents d'enfants qui vivent avec un handicap. Bien, c'est quelque chose qui manque beaucoup, des répits pour un peu tout le monde dans la société qui n'a pas les moyens de juste décider de partir pour le week-end, de laisser les enfants avec une gardienne. C'est quelque chose qui est un besoin, je pense, de base et que des personnes qui ont cet accès-là, qui sont plus dans la classe moyenne, ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire d'être des fois la seule personne responsable pour la survie de nos enfants et de ne pas avoir aucune autre option, d'être en mode parent 24 heures sur 24. Dans des moments de crise, et bien souvent, c'est très important d'avoir des services de notre communauté. Puis ça peut justement être comment, des fois, la DPJ rentre dans une famille, comment toutes sortes de choses peuvent escalader, même si ça ne part même pas d'un acte de violence. Il y a tellement de personnes qui évitent d'aller chercher des soins de santé parce que ça implique de devoir trouver quelqu'un pour les enfants. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, quand un de mes enfants était bébé, j'avais 2 enfants à ce moment-là. Je devais aller à l'urgence pour un problème de santé pour moi-même, mais j'étais toute seule avec les enfants. Et puis, j'ai eu la chance merveilleuse qu'une amie que je connaissais à peine à ce moment-là a réussi à venir chercher mes enfants à l'urgence pour que je puisse avoir accès à des soins de santé. Mais c'est quelque chose qui est vraiment un niveau de pression sur des mères qui peut être extrême. Donc, dans une situation de violence, l'absence de partage des tâches parentales avec le reste de la société, d'accès à des services, je pense que c'est vraiment un facteur là, très, très aggravant dans des situations difficiles à l'intérieur de familles. Merci énormément, Sandra et Jessica, pour ces réponses-là. Je vais lire quelques commentaires qui ont été faits sur Facebook. D'abord, il y avait M sur la question du 911 qui répondait « Merci Sandra de parler de la difficulté des personnes qui doivent appeler le 911 à le faire.
devoir réfléchir à quoi dire constamment pour ne pas que la police débarque, que ce soit les personnes qui consomment et leurs proches ou des intervenants, intervenantes en travail de rue. Il y avait aussi Kate qui a écrit « Puis, je trouve que l'un des effets du monde carcéral, c'est que l'on a bien plus peur d'être considérés comme des monstres, entre guillemets, ou des criminels, entre guillemets, que d'être réellement accountable ou responsabilisés pour les mal qu'on fait. L'idéologie carcérale, c'est-à-dire être une bonne personne ou une mauvaise personne, un monstre, etc., pose une barrière à être réellement responsabilisé ou accountable et pose aussi une barrière au fait de demander de l'aide pour pouvoir arrêter de perpétuer des violences. Donc ça, c'était le commentaire de Kate. Et finalement, on a aussi un commentaire de Sophie sur l'accès à l'aide pour les parents. Donc Sophie écrivait « Oui, tellement ». Pour un endroit pour les enfants. Ça existe en périnatalité lors de crises dues à l'épuisement. Donc, merci pour ces commentaires. Et pour la prochaine question, en fait, j'aimerais aussi revenir à un commentaire qui avait été fait plus tôt par Molly sur, en fait, l'importance d'avoir des ressources financières parce que la prochaine question est aussi de Romina Hernandez. Et merci, Sandra, de m'avoir corrigé. Romina est sur le conseil d'administration de la FFQ. Et sa question concernait en fait l'aide financière. Comment ne pas tomber dans la même logique de dépendance financière de l'État pour créer des communautés saines et durables? Quelles seraient les possibilités de financement? Et donc, je crois depuis la pandémie, on a vu beaucoup, en particulier sur Internet, des initiatives d'aide mutuelle. Et quand j'écoute toutes les solutions qui ont été données par rapport au soutien communautaire, que ce soit les gardiennes ou les interventions des familles, on sent que, en fait, dans toutes ces solutions-là, il est extrêmement important de pallier à ces inégalités économiques qui existent et d'offrir une aide financière aux personnes qui vivent de la violence. Et donc, en fait, j'aimerais demander, ouvrir le panel pour réfléchir aux possibilités de financement. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les personnes qui sont en situation de crise, qui ont besoin de soutien financier, peuvent en avoir accès sans nécessairement faire appel aux mécanismes traditionnels de demande par rapport à l'État qui, on l'a déjà soulevé, ont énormément de lacunes et ne réussissent souvent pas à vraiment soutenir toutes les personnes qui sont dans le besoin. Donc, quelles seraient ces possibilités de soutien financier? Qui aimerait se lancer pour répondre? Sandra? Bon, je vais y aller. Donc, je pense qu'il y a plusieurs niveaux là, de soutien au niveau financier dont on parle. Il y a des choses peut-être vraiment ponctuelles où il faut avoir accès à de l'aide pour une situation d'urgence. Puis à ce moment-là, je pense que de l'argent qui serait géré à travers des organismes communautaires, à travers des façons où la personne peut avoir accès de façon anonyme, donc sans que ça coupe son chèque d'aide sociale si elle est sur l'aide sociale, sans que ça interfère avec ces autres choses là, au niveau du gouvernement, ça pourrait être bien. Donc, c'est quelque chose que le gouvernement pourrait transférer des sommes d'argent importantes à des groupes communautaires qui sont en mesure de donner cet argent-là dans les situations de crise. Mais il y a aussi l'autre aspect qui est un aspect plus universel d'accès à un niveau de vie décent, d'avoir accès à des choses comme des loyers à des prix abordables. Donc, ça passe notamment par des idées comme le revenu minimum garanti, comme bonifier là, certains programmes sociaux pour que l'argent reçu soit suffisant, d'avoir accès à des congés. Donc, pour l'instant, tout le monde a accès à certains congés de maladie s'ils travaillent et qu'ils ont travaillé assez d'heures, mais c'est quand même une diminution extrême des revenus. Donc, d'augmenter ça, puis de donner peut-être accès à des programmes comme ça aussi lorsque la personne doit cesser de travailler, disons, temporairement
pour répondre là, à une situation comme ça. Il y a aussi évidemment des programmes comme l'IVAC, qui est l'indemnisation aux victimes d'actes criminels, qui est souvent une des seules avenues que les personnes ont d'aller chercher de l'argent pour des choses comme de l'aide psychologique, pour déménager suite à une situation de violence. Et puis, ce programme-là est extrêmement difficile d'accès. Les délais d'attente sont extrêmement longs. Le formulaire et le processus pour y avoir accès est très contraignant. Et les critères là, pour que quelqu'un soit accepté sont aussi très, très problématiques. Donc, c'est beaucoup axé là, sur est-ce que la personne peut démontrer à quel point elle est traumatisée et impactée par la situation. Plutôt que simplement être universel ou basé peut-être juste sur le besoin exprimé par la personne. Donc, je pense qu'une réforme vraiment là, de fond du programme de l'IVAC pour qu'il soit beaucoup plus accessible et rejoigne beaucoup plus de personnes serait une étape assez facile là, à faire de façon très pragmatique. Mais c'est ça. Donc, je pense qu'il faut travailler sur plusieurs niveaux là, pour que cette aide financière-là soit disponible dans un maximum de cas. Puis, comme on a mentionné tout à l'heure, il y a certaines choses que c'est vraiment la façon que certains programmes de gouvernement sont faits. Donc, l'exemple, par exemple, de l'aide sociale, si c'est un couple, bien souvent, c'est un montant pour les deux. Donc, comment est-ce qu'on peut donner quand même une indépendance à des personnes qui reçoivent l'aide sociale? Il faut séparer ces choses-là. Si la personne, disons, est en situation de handicap, eh bien, à ce moment-là, elle n'a pas accès, c'est son conjoint qui doit la soutenir. Ou même chose, si elle ne travaille pas, elle n'a pas son propre revenu pour une raison quelconque, d'avoir un accès facile à des choses sans devoir prouver 1 million de trucs. Je ne pense pas en tant que société qu'on devrait se sentir à l'aise avec le fait que certaines personnes adultes sont financièrement dépendantes à 100% d'un conjoint ou d'une conjointe et qu'on accepte ça, là, que ce soit la norme. Je pense qu'il faut qu'il y ait des façons de contrer tout ça. Donc, je pense que ça fait un peu le tour. C'est sûr que c'est une grande question là, et qui est pas facile à répondre, la logistique de s'assurer l'accès à cet argent-là dans un contexte où les gouvernements sont évidemment pas du tout intéressés par la lutte réelle à la pauvreté. Mais si on revient à notre projet de définancer la police, c'est presque 700 millions maintenant le budget du SPVM. Donc, notre projet de le définancer de 50%, eh bien 350 millions par année juste pour Montréal. On peut imaginer qu'une partie de ça pourrait créer des programmes hyper intéressants d'aide financière dans toutes sortes de situations. Merci beaucoup, Sandra. Je ne sais pas si il y avait quelque chose à ajouter. Je pourrais passer à la prochaine question que j'avais, qui était encore une fois une question de la part de Romina, qui vient encore dans le même sens pour nous aider à réfléchir aux différentes solutions qui pourraient exister. Et donc, la question de Romina, je vais la lire. Elle écrit: la plupart des gens et des politiciens préconisent une meilleure formation de la police pour qu'elle réagisse mieux et plus rapidement aux crises. Les mêmes formations pourraient être données à nos propres communautés. Est-ce qu'il y a des formations envisagées en santé mentale, formations sur comment réagir face aux problèmes de santé chronique et aux urgences sanitaires? Sinon, est-ce que ça serait envisageable? Donc, est-ce qu'il y aurait des possibilités justement d'avoir des formations en déescalation en situation de crise, en soutien lorsqu'il y a des crises, par exemple en toxicomanie ou bien en santé mentale? Est-ce que ce sont des formations qu'on pourrait offrir aux membres de nos communautés? Moi, je dirais oui. J'en ai fait plusieurs. Il y en a des excellentes formations. J'ai fait une formation Omega. Et puis, on peut avoir même il y a tellement de façons, on a tellement d'habiletés dans nos communautés. Il y a vraiment tellement d'options là. Et je pense que même, dans la communauté autochtone, ils ont commencé avec de financer ça, d'avoir des formations 101, crise de santé mentale, toxicomanie, toutes les choses qu'on fait déjà dans le communautaire, on peut apprendre.
moi, j'en ai fait plusieurs, puis des fois, c'est juste des formations de 2-3 heures qui peuvent vraiment faire une différence dans comment tu interviennes dans une situation de crise. Je pense qu'il y a juste beaucoup de peur, des fois, de la société, mais je vous dis, honnêtement, dans les 18 ans que j'ai travaillé, je me suis seulement fait blesser 2 fois. Alors, ça marche, ça marche. Comme une des meilleures formations que j'ai faites, c'était avec 2 intervenants de Pinel, qu'on penserait que ça serait très carcéral, leur approche, mais pas du tout. C'était vraiment tellement informatif, même juste faire des scénarios, comment on réagisse dans une situation de crise. Et c'est vraiment, je crois vraiment pas qu'on a besoin d'une formation comme de 3 ans pour être capable de travailler pour déescaler des situations. Ça pourrait définitivement être quelque chose. Après, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est vraiment des personnes qui ont un cœur, une vocation, qui aiment faire ce genre de choses, qui ont de la compassion. Et qui jugent pas. C'est plutôt, c'est des caractéristiques. Merci Jessica, je suis vraiment tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de matériel de formation qui existe déjà. Il y a beaucoup de personnes qui offrent des formations vraiment extraordinaires pour la communauté. Le problème souvent, c'est l'accès. Ça peut coûter très cher. Les gens ne savent même pas que ces formations-là existent. Donc, ça pourrait être très intéressant de penser à comment est-ce qu'on rend ces formations-là accessibles. Comment est-ce qu'une personne qui, dans son entourage, dans sa vie, dans son quartier, voit des situations de crise, puis se dit, ben, j'aimerais ça être capable de mieux réagir. Comment est-ce que cette personne-là peut aller avoir accès hyper facilement à une formation? Donc, ça passe par de mettre sur pied ces formations, qu'elles soient publiques, qu'elles soient gratuites, qu'elle soit facile d'accès, sans stigma, qu'on n'ait pas à justifier pourquoi on veut avoir cette formation-là, qu'on normalise qu'un maximum de personnes aient accès à ça. Ça peut justement que des employeurs qui ne sont pas du tout dans les domaines d'intervention offrent ces formations-là à leurs employés. Ça peut aussi passer par l'éducation dans les écoles. Ça pourrait être intéressant. On arrive à peine là, à convaincre les gens que l'éducation à la sexualité est importante, mais peut-être qu'aussi, il y a d'autres formes d'éducation au niveau de la santé mentale, au niveau de la gestion de crise, au niveau de la violence, qui pourraient être intéressantes d'intégrer dans les curriculums scolaires. Et puis, bon, moi, je ne pense pas que la formation de la police, c'est une avenue qui est utile pour plusieurs raisons. Bon, premièrement, la formation de la police, c'est toujours l'action que les politiciens qui ne veulent rien faire mettent de l'avant parce que ça évite là, de devoir réfléchir à d'autres solutions. Ça implique aussi l'idée que les policiers qui agissent de façon violente ou de façon problématique, c'est parce qu'ils ont un manque de connaissances sur la situation, quand dans les faits, ça vient vraiment de leur mandat. Ça vient de la nature même de leur travail, que leur comportement, quand ils sont violents, quand ils escaladent la situation, quand ils sont problématiques, c'est pas parce que le policier a mal fait son travail, c'est parce que souvent le policier fait exactement qu'est-ce qu'on lui donne comme mandat. Donc, de lui donner une formation contradictoire qui parle de désescalation quand son mandat dans la vie, c'est l'escalation, ça fait juste ajouter de la confusion auprès des policiers. Et puis, donc, je ne pense pas que c'est nécessairement utile. Se rappelant aussi que les policiers sont une des professions dans lesquelles il y a le plus de personnes qui sont violentes dans leur couple à la maison versus d'autres professions. Donc, on parle souvent d'un bassin de personnes qui sont déjà des personnes violentes, déjà des abuseurs, déjà des personnes qui sympathisent avec les abuseurs. Il faut présumer que chaque formation qu'on donne aux policiers va toujours être utilisée contre les personnes les plus marginalisées et jamais nécessairement à bon escient. Donc, c'est pour ça que la formation des policiers ne me semble pas une avenue intéressante, malgré le fait que ce serait bien si on vivait dans un monde où on pouvait juste les former à être mieux, mais je ne pense pas que c'est nécessairement réaliste. J'ajouterais que maintenant, qu'est-ce qui est intéressant avec tout ça qu'on fait, ça serait vraiment facile d'offrir des formations sur Internet de base de 101, comme des escalations, tout ça.
Puis, tu sais, ça serait vraiment intéressant que la coalition aurait comme ça, comme mandat éventuellement, quand on va avoir le 50 de réinvesti de SPVM, on pourrait vraiment offrir des choses pour des communautés, par et pour des communautés. Alors oui, pour moi, c'est quelque chose de très réalisable et pas très compliqué aussi. C'est comme vraiment comme pas quelque chose de super compliqué à faire. En effet, oui. Puis je pense aussi que ce qui est le point le plus important dans ces formations-là aussi, c'est qu'elles soient adaptées aux réalités de chaque communauté, aux réalités culturelles, aux réalités de quelles sont les choses que les gens font déjà, c'est quoi les services réellement disponibles pour les personnes. Donc, ça nécessite quand même un travail là, assez avancé de collaborer avec certaines communautés visées par ces formations-là pour s'assurer que ce soit vraiment pertinent à leur réalité quotidienne parce qu'on sait que c'est très différent d'une communauté à l'autre, là, comment désescalader une situation va être différent selon la situation de chaque personne. Donc, c'est aussi un travail là, qui nécessite quand même beaucoup de ressources. Alors, la dernière question que j'avais avant qu'on termine cet événement et qu'on conclue, c'était un peu par rapport au self-care. C'était aussi une question de Romina. Elle écrit: toute relation saine à long terme nécessite forcément un engagement, de l'énergie, du temps et de l'effort. Les relations entre nous et entre nos communautés ne sont pas l'exception, mais nous avons tendance à négliger nos propres relations. Concrètement, comment pouvons-nous construire des communautés fortes et solidaires à long terme si nos communautés sont épuisées et presque toujours au point du burn-out? Et donc, c'est la dernière question avant qu'on conclue. Comment est-ce que, pendant qu'on est toutes et tous engagés dans ce combat, pendant qu'on réfléchit justement au manque de ressources disponibles, comment est-ce qu'on peut en même temps protéger notre propre santé mentale et physique et aussi entretenir les liens qui existent entre nous dans nos communautés, dans nos lieux de travail avec nos proches. Damn, Romina, tu as beaucoup de questions. C'est difficile. Moi, je pense que c'est une question super difficile à répondre. Je veux dire, pour moi, chacun. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir. Des fois, avoir une conscience que des fois, je suis plus dure sur des personnes que je travaille dans mon domaine que des personnes qui sont comme clueless, d'avoir une compassion envers chacun. Je pense avoir des amitiés. Pour moi, comme être plutôt dans la communauté, pareil pour des consommations. Des fois, consommer, ça m'aide. Tu sais, il y a toutes sortes de façons à faire ça, mais je n'ai pas vraiment la réponse. Mais je pense que c'est en ouvrant ces discussions et être conscient que des fois, on fait de la violence envers une et l'autre. C'est un peu comment on exprime ça quand on travaille dans un domaine vraiment difficile où on est dans une communauté où il y a beaucoup de violence ou de racisme ou vraiment d'enjeux sociaux très sérieux. Pour moi, c'est changer une conscience et avoir des discussions, puis faire du self-care, et ça, c'est vraiment très personnel. I don't know, Sandra, what do you think? Donc, je pense que il y a l'aspect pour moi en termes de, si on veut comme prévenir le burn-out, justement, souvent, une des choses qui peut être utile, c'est de vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une approche non directive et de ne pas être attaché à un objectif spécifique quand on accompagne une personne, quand on fait de l'intervention.
Donc, souvent, la fatigue vient si on espère comme changer le monde, on espère sauver tout le monde et qu'on voit des personnes qui ne font pas toutes les choses qu'on aimerait qu'elles fassent ou qu'on voit qu'on est confronté à un manque de solutions. Donc, d'accepter vraiment un modèle non directif et de vraiment le vivre dans sa pratique de militantisme et d'intervention. C'est une façon là, de se protéger. Puis je pense que, comme Jessica disait, le self-care, c'est quelque chose qui est très personnel. Chaque personne a ses moyens qu'elle utilise, mais il faut qu'il y ait un care entre nous dans la communauté. Donc, ça passe beaucoup par des personnes, bon, on peut utiliser le mot allié, des personnes qui sont autour des personnes qui font l'intervention quotidiennement, des personnes qui sont sur le terrain. De vraiment penser à avoir de l'empathie, à faire de l'espace là, pour cette difficulté-là, cette frustration-là, puis à tout faire pour réduire le fardeau de, en plus, être les personnes qui donnent les services sur le terrain, qui sont dans l'action, puis souvent qui vivons nous-mêmes les impacts de ces choses-là, que les personnes plus militantes autour de nous s'assurent vraiment de porter les messages, de trouver toutes les façons pour réduire l'énergie nécessaire pour continuer le travail. Puis je pense aussi que pour beaucoup de personnes, le fait de combiner des services directs et puis ou des actions le plus immédiates et concrètes avec du militantisme, c'est une façon aussi de mieux se protéger parce que lorsqu'on voit des choses horribles dans nos communautés qui n'ont pas de solution, de savoir qu'on fait aussi de la défense de droits puis qu'on essaie de changer le système, ça peut nous aider. Puis inversement, lorsqu'on fait de la militance puis qu'on défend les droits de communauté, il faut qu'on soit attaché et redevable et qu'on voit aussi la réalité de ces communautés-là puis comment elles changent avec le temps. Donc, de trouver des façons d'inclure un peu des deux dans nos pratiques, je pense que c'est une autre façon de passer à travers les défis et les enjeux qu'on traverse en tant que personnes qui font ce type de travail. Merci beaucoup, Sandra et Jessica. Donc maintenant, on va clore l'événement. J'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui ont participé, en particulier un merci spécial à Dolores et Jessica qui ont été présentes même dans un contexte de panne de courant, même sans les électricités. Jessica, tu es là dans le noir, dans la noirceur. Oui, je sais, ça revient pas. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour votre patience avec mon Internet. Puis mon hotspot est à comme 20%, alors we made it. Non, mais merci pour ta ténacité et ton dévouement. Dolores aussi, elle avait pas d'Internet et je crois qu'elle a dû nous quitter parce que son Wi-Fi était sur une batterie. Merci aussi à Sandra pour tes interventions. Merci énormément à Marliane qui a organisé l'événement, même si elle ne peut pas être parmi nous. Merci à toutes les personnes sur Facebook qui ont contribué des commentaires et des questions. C'était énormément apprécié. Merci aussi à Ted Rutland qui était dans l'arrière-scène avec le soutien technique et qui me relayait des questions. Merci énormément aux interprètes en langage de signes, Danica, Michel, Brooke et Yvan. Merci aussi à Justin qui s'occupait de la traduction. Et merci aussi à Céline qui prenait des notes pour nous. Et donc, je voulais aussi qu'on prenne un petit moment. Merci Nathalie. Merci à toi, Nathalie. You're amazing. C'est comme vraiment excellent. Wow, vraiment. Merci beaucoup, Jessica. Donc, je voulais aussi que pendant la dernière petite minute qu'on parle un peu des prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les prochaines étapes immédiates? J'avais parlé avec Marliane, ou Marliane avait eu l'idée de créer une espèce de tableau visuel. Il y a déjà un tableau qui existe pour aider les organismes et puis les activistes à réfléchir aux solutions, au type de réformes qu'on peut demander
face à la police, qui sont des réformes abolitionnistes, c'est-à-dire des réformes qui nous permettent de retirer des ressources et de la crédibilité, en fait, au corps policier. Et elle avait pensé d'avoir une espèce de tableau semblable, mais qui se concentrait sur la question des violences genrées et des violences conjugales. Donc, avoir un tableau visuel, ce serait une possibilité. Marlène avait aussi évoqué la possibilité d'écrire une espèce de déclaration à partir des différents organismes qui sont membres de la coalition. Si vous nous écoutez présentement sur Facebook ou sur YouTube et que vous faites partie d'un organisme et que vous aimeriez vous joindre à la coalition, je vous invite à visiter notre site internet www.defundthespbm.com. Vous pouvez aussi écrire un courriel directement à defundmontrealpolice@gmail.com. Et nous dire le nom de votre organisme et pour vous joindre. Et donc, sinon, je vais peut-être passer le mot de la fin à Jessica et Sandra pour peut-être qu'elles partagent les idées qu'elles ont pour les prochaines étapes dans les médias pour la coalition quant à ces enjeux de violence genrée et d'abolitionnisme. Merci beaucoup, Nathalie, et merci pour ton travail exemplaire d'animation. C'est très apprécié. Donc, moi, je pense que oui, toutes les choses qu'on a nommées sont super intéressantes, puis évidemment, le travail concret pour arriver à ces résultats-là. Mais je pense qu'il y a aussi une autre étape qui est importante. Comme je mentionnais au tout début, je suis très consciente que lorsqu'on parle de violence, il peut y avoir toutes sortes de réflexes de vouloir la police. Donc, j'invite tout le monde qui est d'accord avec les revendications de définancer la police, de s'interroger sur est-ce qu'il y a des situations où qui vous chicotent encore un peu, où vous n'êtes pas tout à fait certaine que vous êtes à l'aise avec les messages, avec l'objectif, des choses qui sont très émotionnelles pour vous, puis d'être capable d'identifier ces choses-là, puis de trouver des façons de résoudre ça. Puis aussi d'être capable de différencier et de reconnaître quand vous entendez des messages dans les médias ou dans des revendications communautaires qui sont à l'encontre de ce qu'on discute aujourd'hui, de ce qu'on discute en continu là, dans des milieux anticarcérales. Donc, ce n'est pas toujours facile de reconnaître ces choses-là et d'entendre des revendications et de dire « Ah, ça, en fait, c'est problématique ». Donc, de vous pratiquer à faire ça, de regarder la couverture médiatique récente des féminicides et de voir les réactions et de vous préparer à être mieux outillés pour avoir ces conversations-là, parce que ça m'amène à mon autre point qui est d'avoir des conversations avec votre entourage, avec vos communautés, avec tout le monde, pour qu'on puisse introduire cette idée-là. Je pense que lorsqu'on parle de violence, on est encore au niveau où pour beaucoup de personnes, on introduit la base de « Ah, c'est possible d'avoir des solutions qui ne sont pas carcérales. C'est possible de ne pas vouloir envoyer tous les agresseurs en prison pour le reste de leur vie. » Donc, d'avoir ces conversations-là dans vos communautés, dans votre entourage et peut-être de nous ramener aussi vos réflexions par rapport à ça pour nous aider là, dans la suite au niveau des travaux de la coalition. Complètement d'accord avec Sandra. Je pense que c'est un sujet très difficile et je pense que c'est correct, les réactions. Tu sais, moi, ça m'a pris beaucoup de temps de changer conscience, changer des façons parce qu'on est vraiment appris d'une façon. Pour moi, c'est comme juste que tout le monde, nous, on n'a pas toutes les solutions, on n'a pas, je pense que c'est juste vraiment en avoir plus de discussions dans vos communautés. Je suis vraiment comme optimiste qu'on a ces solutions et de continuer d'en parler dans le mainstream, puis mettre des pressions sur nos gouvernements, nos politiciens, de les amener les solutions et qu'ils investissent dans ça. Alors, ça serait vraiment d'y réfléchir et it's okay to sit with it. C'est comme pas facile comme d'enjeu. Puis il faut tout le temps s'en rappeler, il y a des choses qu'on fait maintenant, comme si je pense les sites d'injection supervisés, c'est très tabou il y a comme 18 ans. Maintenant, c'est très comme la société est très ouverte. Puis je pense que ça va être la même chose avec le définancement de la police parce que présentement,
it's really a nightmare. C'est comme vraiment notre système. Alors, pour moi, ça peut juste être de définancer la police puis de s'éloigner des systèmes carcérales. Ça va juste être une amélioration. Parce que présentement, it's just really bad. Alors, c'est ça. Il nous suit, puis on va faire plus de formations, on va faire plus de choses comme ça, je pense, et d'avoir d'autres personnes, d'autres communautés, je pense que c'est vraiment important de continuer ce dialogue. Merci beaucoup. Donc, je voulais aussi signaler que l'événement, il a été enregistré, donc il sera disponible sur Facebook et aussi sur YouTube. Donc, si vous avez apprécié, si vous voulez le regarder de nouveau ou encore si vous voulez le partager avec des proches, ça peut aussi être un bon élément pour commencer des discussions, de l'envoyer à quelqu'un puis ensuite d'en discuter par la suite. Et sur ce, je vous remercie encore et à la prochaine.